Près de 2 tonnes de hashish saisies par les douaniers. 7 000 milliards de francs, c'est la fortune des Français. Pour Brice Lalonde, on ne sait pas tout sur les contrats de retraitement. Un pompier mortellement brûlé. Bonsoir, record battu pour les douaniers français. Ils ont réalisé la plus grosse saisie de drogue jamais effectuée en France. 1750 kilos de résine de cannabis interceptés sur un bateau. 1 tonne 750 sur un yacht britannique. Cela s'est passé ce week-end au large de l'île d'Ouessant. 2 Allemands convoyaient le bateau et la marchandise depuis la Méditerranée et vraisemblablement vers un pays de l'Europe du Nord. Les douaniers sont tombés dessus presque par hasard au cours d'une visite de routine. Une belle prise donc, puisque la saisie est estimée à environ 35 millions de francs. Le ministre du Budget, Laurent Fabius, qui est aussi le patron des douanes, n'a pas manqué de féliciter les douaniers qui ont réussi l'opération. Alors maintenant, ce qu'on va faire, parce que moi, il faut que je me taise. 20 mètres de long, 55 tonneaux, doté d'un appareillage de navigation et de radio très sophistiqué, c'est le Conquest 3, quai dans le port de commerce de Brest. Cette vedette des douanes qui patrouillait dans les parages approchait le yacht pour lui donner l'ordre, au large d'Ouessant, de se mettre à l'abri, en baie de Lampol. Le flair des douaniers a fait le reste, sous le plancher la résine de cannabis, plus d'1,5 tonne dans 3 planques principales, mais aussi dissimulée sous les cordages à l'arrière et dans les jerrycans. Les 2 convoyeurs allemands, âgés de 45 ans et restaurateurs, avaient appareillé de Lisbonne, au Portugal. Ils avaient transbordé la cargaison sur un autre navire en Méditerranée, avant de naviguer en Atlantique vers un pays d'Europe du Nord. Pour cette mission, les 2 trafiquants devaient empocher la somme de 310 000 francs. La drogue avait été embarquée en tout état de cause au Maroc. Le Conquest 3 aurait été repéré par hasard par les avions et vedettes des douanes qui surveillaient la mer dans le cadre d'une grosse opération déclenchée pour un autre objectif. Il faut savoir que la Pointe de Bretagne est une voie de navigation empruntée par les convoyeurs de drogue. Disons que nous étions partis, nous avons appareillé comme ça se passe assez souvent, dans un exercice, et ensuite nous avons fait route sur Ouessant. Là, en collaboration avec notre avion des douanes qui travaille fréquemment avec nous, nous avons donc aperçu ce bateau, nous avons été dessus, et ensuite nous l'avons, comme la mer était mauvaise, nous lui avons demandé d'aller à Lampol-Ouessant pour un contrôle plus approfondi. Y a-t-il quelque chose de particulier qui vous a mis la puce à l'oreille en ce qui concernait ce bateau ? Non, pas du tout, non. Systématiquement, si vous voulez, quand on appareille, on a un contrôle de tous les bâtiments de moins de 500 tonneaux. Donc, en fait, ce bâtiment était là, il a été contrôlé, purement et simplement. Lutte antidrogue et cette saisie, grâce aux avions et vedettes rapides des douanes, on est loin du gablou de Colbert. Les moyens sont à la mesure des trafiquants, qui marquent sans aucun doute aujourd'hui une préférence pour la voie maritime. On pourrait peut-être sortir un sac, non? Est-ce qu'on sort un sac directement? La voie maritime, pourquoi? Il me paraît évident que par la voie maritime, on peut transporter des quantités plus importantes et que, circulant en haute mer, les bateaux sont moins sujets aux surveillances de la douane. Il y a évidemment, puisque ce hashish, et j'en profite pour vous le dire, était destiné à l'Europe du Nord et n'était pas destiné tout au moins quant au tonnage qui a été saisi à la France directement, peut-être par ricochet plus tard, mais ça c'est une autre affaire, ce bateau donc est quand même contraint à un moment donné au Pas-de-Calais de passer assez près des côtes soit anglaises, soit françaises. La proximité des côtes françaises, c'est ce qui a perdu le Conquest et soustrait au marché de la drogue 1750 kilos de cannabis. Hasard peut-être, le contrôle systématique a cette fois été payant. J'ajoute encore 3 arrestations dans une affaire de drogue. 2 Yougoslaves et 1 Zaïroise ont été interpellés cet après-midi en possession de 40 grammes d'héroïne. Ils ont été écroués à la prison de Toulon. La semaine politique qui commence sera encore relativement calme, mais ce sera la dernière. Ensuite, l'activité politique, économique, sociale va reprendre tambour battant. Dès mercredi prochain, le président Mitterrand va définir le travail de la rentrée en fixant un programme pour l'action gouvernementale, un programme assorti d'un calendrier précis. On sait aussi que François Mitterrand fera une conférence de presse aux alentours du 15 septembre. Ce sera la première du chef de l'État depuis son accession à la présidence. Et Pierre Mauroy, ce soir, dans une interview à François, précise que le Premier ministre donc, donne rendez-vous à l'opinion publique. Il annonce qu'avec la fin des vacances, le président de la République et le gouvernement doivent expliquer la politique qui est menée. Dès à présent,
Le budget pour 82 se prépare. Laurent Fabius en a précisé hier les grandes orientations. Essentiellement, un budget de lutte contre le chômage. Côté impôts, il a confirmé 2 points importants. Le plafonnement du quotient familial et la création d'un impôt sur les grandes fortunes. Ce qu'on sait, c'est que le seuil de cet impôt se situera à 3 millions de francs, 300 millions de centimes, et le taux d'imposition sera largement inférieur à 5%. Alors pour bien comprendre comment va s'appliquer cet impôt, il faut connaître la fortune des Français. Qui possède quoi en France? Les explications de Christian-Marie Monod. La fortune des Français est importante. Selon les estimations du Centre d'études des revenus et des coûts faites en 1975 et corrigées en francs en 1981, elle s'élève à 7 000 milliards de francs, c'est-à-dire 10 fois supérieure au budget de la France. Ce que l'on qualifie de fortune est le patrimoine que l'on peut transmettre, c'est-à-dire immeubles, automobiles, actions, œuvres d'art. L'essentiel du patrimoine des Français est constitué par les résidences principales et secondaires. La pierre représente 39% du total, soit 3 000 milliards de francs. Ensuite, le patrimoine à usage professionnel, ce sont les entreprises, les commerces, les terres agricoles, qui sont utilisés pour l'exercice d'un métier. Cela représente 18%, plus de 1300 milliards de francs. Enfin, le patrimoine comme source de revenus, qui représente 1/3 du patrimoine national, ce sont les placements immobiliers, les livrets de caisse d'épargne, les actions. Cela représente moins de 3000 milliards de francs. Les Français ont pris goût au placement et se constituent de plus en plus des portefeuilles. On ne compte pas moins de 2 300 000 porteurs d'actions et côté obligations, on compte 1 700 000 détenteurs. L'ensemble représente 400 milliards de francs. Les études du CERC n'indiquent malheureusement pas les éléments de la fortune que sont l'or et les biens précieux tels que les diamants. Il faut en tenir compte pour évaluer la richesse des possédants. Selon un rapport semi-officiel en 1981, les particuliers français détiendraient 5000 tonnes d'or, soit selon nos calculs en francs 81, 450 milliards de francs. Ce qu'il faut encore noter, selon les chercheurs du centre d'études, 2% des Français possèdent 20% du patrimoine national. Enfin, un industriel, il faut rappeler, possède une fortune en moyenne 17 fois supérieure à un ouvrier, des chiffres qui indiquent bien l'inégalité profonde entre les Français. Bien, il faut tenter d'y voir clair maintenant dans ce futur impôt sur la fortune. Alors Philippe Sassier, qu'est-ce qu'on sait exactement des projets gouvernementaux? Ce qu'on sait, c'est que le taux sera compris entre 1 et 2%, et que, c'est du moins ce que l'on dit au cabinet de Laurent Fabius, et qu'il ne monterait pas jusqu'à 5%, ce que l'on pouvait comprendre hier, et ce que la bourse a compris aujourd'hui. 300 000 personnes seraient touchées, et l'État empocherait entre 5 et 10 milliards de francs chaque année. Mais est-ce que l'impôt sera progressif? Très probablement, c'est-à-dire que plus la fortune sera élevée, plus l'impôt sera lourd, mais le taux de progressivité n'a pas été fixé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel sera cet alourdissement et à partir de quel seuil, il s'appliquera. Alors comment va-t-on évaluer les fortunes? C'est le plus difficile. Bien, le système de l'impôt sur la fortune devrait, c'est toujours ce que l'on dit au ministère des Finances, devrait ressembler à celui sur les successions. Comme dans les autres pays où il existe déjà un impôt sur la fortune, ce sera à chacun de déclarer la valeur de son bien. Mais il est très possible que l'administration se réserve le droit de contester cette valeur déclarée et qu'elle puisse rectifier le prix d'une propriété qui sera par exemple déclarée au prix d'un pavillon de banlieue. Alors l'élément vraiment nouveau, c'est la taxation sur l'outil de travail. Oui, c'est l'élément le plus nouveau, c'est celui qui a d'ailleurs le plus surpris. Justement, un outil de travail, c'est difficile à définir. Ça va des immeubles aux murs d'usine, aux actions cotées ou non cotées en bourse, ou bien à la valeur d'un fonds de commerce. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir définir pour le gouvernement? Bien d'abord, ce que l'on appelle outil de travail, ensuite la façon d'évaluer les titres cotés ou non cotés en bourse, notamment pour les SARL, enfin la partie des actifs qui échapperont à cet impôt et notamment les machines. Oui, parce qu'une chose est certaine, il y aura tout de même une exonération supplémentaire pour cet outil de travail. Oui, le gouvernement est un petit peu, si vous me permettez l'expression, coincé entre les déclarations de la campagne électorale, il n'y aura pas d'impôt de taxation sur l'outil de travail, et puis la recherche d'une plus grande justice fiscale. Alors, il s'agit de mettre quelque chose sous la dent du fisc, quelque chose de consistant, sans pour cela faire trop peur aux chefs d'entreprise, et c'est un véritable exercice de corde-raide fiscale. Il sera probablement décidé d'augmenter le plafond d'exonération qui, d'une façon générale, sera de 300 millions et qui pourrait atteindre pour l'outil de travail 400 millions, voire même dépasser ce chiffre. C'est-à-dire que les petits seraient épargnés? Les petits seraient épargnés, c'est-à-dire que les artisans, les petits commerçants, les agriculteurs verraient en effet leur outil de travail échapper à cette taxation.
taxation. Gros problème, à partir de quelle taille est-ce qu'une entreprise sera taxable? Reste, Philippe, que ce sera ma dernière question. Tout cela est tout de même un petit peu flou encore. Écoutez, c'est toujours flou puisqu'il s'agit d'un projet encore qui sera discuté par l'Assemblée, qui fera partie du projet de loi de finances, c'est-à-dire du budget pour 1982. Il y aura des arbitrages techniques et aussi des arbitrages politiques. Pour l'instant, Laurent Fabius donne l'impression de vouloir lancer des ballons d'essai, de voir comment l'opinion réagit. Il y réussit tout à fait bien. Merci Philippe. En tout cas, cet impôt sur la fortune qui existe dans une grande majorité des pays occidentaux provoque des remous et des réactions. René Monory, l'ancien ministre de l'économie, a dit aujourd'hui que ce serait une très mauvaise chose si le taux de l'imposition dépassait 1%. La CGT, à l'inverse, voudrait aller plus loin dans cette réforme fiscale, notamment abaisser le seuil. Nous souhaiterions que l'impôt sur la fortune ait des modalités permettant une imposition d'un nombre plus important de contribuables, que l'on descende plus bas dans le seuil d'imposition, que l'on aille de manière plus élevée et plus rapide concernant le taux. En matière d'impôt sur le revenu, nous pensons que peu de choses sont quand même réglées et seul le problème du quotient familial est abordé. Nous souhaiterions notamment que des tranches supplémentaires à 65 et 70% soient instituées en matière d'impôt sur le revenu. Social encore, assurance chômage, cri d'alarme d'André Bergeron, le leader de Force ouvrière, demande que dès mercredi prochain, le Conseil des ministres se saisisse du dossier de l'équilibre financier de l'assurance chômage. D'après lui, dès le mois de septembre, le régime de l'UNEDIC sera en rupture de trésorerie. On sait d'ores et déjà que le déficit de l'assurance chômage s'élèvera d'ici à la fin de l'année à 5 ou 6 milliards de francs. Enfin, la CGC, la centrale des cadres, s'inquiète de la hâte du gouvernement. Le président Jean Menu cite parmi les inquiétudes de sa centrale les nationalisations, la décentralisation, la politique énergétique et l'avancement de l'âge de la retraite. La guerre du vin, c'est bien sûr le différend franco-italien. La première tentative de règlement aura lieu mercredi. Les experts se retrouveront à Bruxelles pour tenter de régler le problème au niveau européen. Les Italiens sont très mécontents des décisions françaises et les maires des communes siciliennes ont même décidé une grève de 24 heures. En France aujourd'hui, les organisations viticoles du Midi étaient réunies près de Montpellier. Alain Doubesky. Banlieue de Montpellier, réunion dans ces bâtiments de la cellule de gestion et de crise. Pour la profession viniviticole, il s'agissait de faire le point et d'apprécier les mesures gouvernementales de réduction des importations de vins italiens. En résumé, satisfaction des syndicats et coopératives. Pour la première fois, l'Italie réagit avec une violence extrême, tout au moins c'est ce qu'elle dit. Je ne veux pour preuve également que pour la première fois depuis 55 jours, les importations sont bloquées au niveau des dédouanements. Toutes choses qui nous font dire que, enfin, le gouvernement actuel de la France a pris en compte les intérêts des viticulteurs méridionaux, qu'il s'est là aussi rendu compte des difficultés que nous avions, et qu'il est fermement décidé à défendre nos propositions et les positions qu'il a prises avec nous et dont nous avons déjà dit qu'elles nous satisfaisaient. Les participants ont évoqué la modification de la réglementation européenne, la création d'un office des vins. Ça, c'était pour l'avenir. Pour le présent, il n'y aura pas de barrage sur les routes des vacances. Les problèmes nucléaires et l'affaire du centre de la Hague. Toute la semaine dernière, il y a eu des manifestations sur le thème des déchets nucléaires et de leur stockage après leur retraitement. Aujourd'hui, il y a eu un nouvel élément dans le débat. Brice Lalonde, qui était invité d'Antenne de Midi, a sorti un contrat signé entre la France et l'un de ses clients. Un contrat secret sur la destination des stocks de déchets. Georges Leclerc. Dans ces tubes d'acier baptisés châteaux se trouvent les combustibles irradiés des centrales nucléaires étrangères. À La Hague, les techniciens français vont les retraiter, en extraire de l'uranium et du plutonium récupérables, mais aussi des déchets radioactifs mentionnés explicitement dans le contrat secret montré par Brice Lalonde. Que deviendront ces déchets et seront-ils retournés dans tous les cas au pays client? Les réponses des techniciens. Les contrats qui ont été signés par la COGEMA avec une trentaine de producteurs d'électricité étrangers pour être retraités dans l'extension de La Hague, l'usine UP3, prévoit explicitement le retour des déchets à l'émetteur. Et des échanges de lettres entre les gouvernements, entre le gouvernement français et les différents gouvernements intéressés, précisent que les gouvernements étrangers ne feront pas obstacle et ne s'opposeront pas à ce retour des déchets. Brice Lalonde. Moi j'apporte la preuve de ce que j'ai dit sous forme d'un contrat qui est ici. Le contrat dit les déchets seront renvoyés à condition qu'ils puissent être convertis sous une forme qui se prête au transport.
Par ailleurs, une annexe au contrat prévoit, ce qui est encore pire, une substitution de déchets. C'est-à-dire que s'il y a des déchets qui ne peuvent pas être transportés, c'est pas grave, on en mettra d'autres à la place. On a beaucoup parlé de l'engagement du gouvernement d'annuler aucun des contrats pris par la France envers des pays étrangers, mais en même temps de sa réticence vis-à-vis d'un certain nombre de choses qui se passaient dans le nucléaire. Est-ce que si on annule les contrats signés avec les pays étrangers pour la Hague, les choses sont graves? Monsieur Vendriès. Au cas où ces contrats, pour quelque cause que ce soit, seraient annulés, et ce n'est évidemment pas l'intention de la COGEMA de le faire, il y aurait des conséquences qui seraient considérables sur le plan financier et sur le plan de l'emploi, notamment dans la région de Cherbourg, mais au-delà de cela, il y aurait des conséquences diplomatiques considérables, parce que la non-exécution des obligations dans ces contrats entraînerait à très brève échéance l'arrêt d'un certain nombre de centrales en Allemagne, au Japon, et vous imaginez ce que serait la réaction des gouvernements intéressés. Brice Lalonde. En fait, le contrat prévoit expressément qu'une décision du gouvernement puisse arrêter l'exécution de ces contrats. Il n'y a rien à payer. Le contrat est formel. Il n'y a rien à payer de notre part si le gouvernement arrête les contrats. Les socialistes, avant d'arriver au pouvoir, avaient promis que ces contrats seraient dénoncés. Si le gouvernement n'arrête pas ces contrats, ça veut dire que les socialistes auront menti. Autre problème de pollution, la pollution des eaux. Un exemple très concret à Antibes, Juan-les-Pins, dans les Alpes-Maritimes. L'affaire a commencé par l'éclatement d'une importante canalisation des égouts, qui sont bien sûr surchargés en période estivale. Le résultat, c'est que la plage, vous allez le voir dans quelques instants, a été polluée sur 1 kilomètre de long. Le drapeau rouge interdit maintenant impérativement la baignade depuis hier soir. Il faut savoir que l'équipement des égouts pour la ville d'Antibes date de 1932. Et le système, bien sûr, n'était pas prévu pour la surpopulation estivale, surtout à Antibes, comme sur toute la Côte d'Azur, les eaux usées sont rejetées à la mer. Il n'y a pas de station d'épuration comme dans beaucoup d'autres régions de France. Et pourtant, ces stations sont très utiles. L'eau don du ciel, matière première gratuite, plus maintenant. Aujourd'hui, l'eau se paye et souvent très cher. Le prix, c'est l'installation et le fonctionnement de 10 000 stations d'épuration en France. Dans notre monde moderne, la nature ne peut plus assurer l'auto-épuration des eaux usées. Il faut l'aider. C'est le rôle de la station d'épuration. Elle reçoit de l'eau sale qu'elle doit restituer propre au milieu naturel. Tout d'abord, un système de grille permet d'enlever les déchets encombrants, feuillage, morceaux de bois, chiffons. Ensuite, dessablage et déshuilage. Tous les sables, les graviers vont se déposer au fond du bassin. Ils seront recueillis par pompage et dans le même bassin, par soufflage et aération, les produits graisseux, les huiles, sont accumulés en surface puis éliminés. Maintenant, dans un bassin de décantation, et compte tenu de la vitesse lente de circulation de l'eau, toutes les matières en suspension vont se déposer au fond du bassin. La partie la plus complexe de l'épuration consiste à détruire les matières dissoutes, celles que l'on ne voit pas. Pour cette opération, 2 procédés. Dans certaines stations, un procédé physico-chimique, c'est-à-dire que l'on déverse dans les bassins de traitement des produits chimiques et l'on remue. Ici, l'opération est biologique. On utilise les fameux micro-organismes, des petites bestioles qui vont se nourrir avec les matières organiques, les digérer et les transformer en matières minérales qui constitueront des boues. Et nous retrouvons notre eau pratiquement propre dans un second décanteur où là aussi des boues vont se déposer au fond du bassin avant d'être évacuées. Pour l'eau, c'est fini, l'épuration est terminée, retour vers son milieu naturel. Par contre, reste maintenant pour la station à se débarrasser de toutes les boues accumulées pendant le passage de l'eau dans la station. C'est le problème clé de l'épuration. Après être épaissies, ces fameuses boues souvent malodorantes sont traitées par séchage naturel, par centrifugeuse ou sur des filtres rotatifs pour éliminer au maximum la teneur en eau avant d'être soit incinérées ou plus simplement évacuées dans des décharges. Dans certaines régions, elles sont utilisées dans l'agriculture comme fertilisants. En conclusion, il faut savoir que dans une station d'épuration, pas de miracle. Une station ne peut traiter que les quantités d'eau pour lesquelles elle est prévue, et les grandes concentrations de population, notamment en période de vacances, ne favorisent jamais la bonne qualité de l'eau.
L'actualité internationale maintenant. Claude Chesson a rencontré Indira Gandhi. Le ministre français des Relations extérieures, en visite officielle de 2 jours en Inde, a remis au Premier ministre indien un message personnel de François Mitterrand. L'installation d'un gouvernement socialiste en France suscite d'ailleurs un très grand intérêt dans les milieux dirigeants indiens. Demain, Claude Chesson sera à son retour notre invité dans ce même journal de 20 heures. En Pologne, Lech Walesa lance un appel aux journalistes. Il leur demande de l'honnêteté et de la détermination pour rendre compte de l'action de son syndicat Solidarité. Le grand problème en Pologne en ce moment, c'est justement l'accès de Solidarité à la radio et à la télévision. Iran, nouvelles exécutions, 73 exécutions aujourd'hui dans les villes de province. Elles sont maintenant quotidiennes et les chiffres augmentent sans arrêt. Les Iraniens qui vivent à l'étranger manifestent de plus en plus souvent. Exemple en Suède, des étudiants iraniens ont pris en otage pendant quelques heures l'ambassadeur d'Iran dans ce pays. Nous allons en voir les images. Nous verrons ensuite brièvement, en images aussi, le reste de l'actualité internationale. Ce matin à Stockholm, plusieurs dizaines d'étudiants iraniens de gauche ont retenu en otage l'ambassadeur d'Iran et son épouse. Ils voulaient protester contre ce qu'ils appellent les exécutions fascistes en Iran. Ils ont réclamé que le gouvernement suédois envoie en Iran un texte de protestation et qu'une délégation soit dépêchée sur place pour qu'elle se rende compte de la situation. Les étudiants marxistes-léninistes non armés n'ont pas résisté à l'assaut de la police, ils se sont rendus vers 14 heures. Auparavant, le gouvernement iranien a déclaré que même si l'ambassadeur tombe en martyr, rien ne les fera reculer. Les 2 pilotes américains qui ont abattu les 2 appareils libyens dans le golfe de Sirte ont tenu à bord de leur porte-avions le Nimitz une conférence de presse afin d'expliquer leur version du combat aérien. J'ai vu, dit l'un d'eux, qu'ils nous avaient tiré dessus et qu'ils allaient probablement recommencer. La seule façon acceptable d'agir était d'ouvrir moi-même le feu. J'ai pensé que cela allait provoquer des problèmes, mais je n'avais pas le choix. Le second pilote a agi de la même manière. Chacun savait que des problèmes pouvaient survenir dans la zone de manœuvre revendiquée par la Libye. Pour le commandant de la 6e flotte, la patrouille a agi correctement pour se défendre. Elle n'a pas demandé d'autorisation pour ouvrir le feu, car elle n'en avait pas besoin. La veille de l'attaque, déjà, les avions américains avaient rencontré 39 fois la chasse libyenne sans incident. C'est un véritable abordage qui a eu à subir le chalutier espagnol le Patiuca, surpris à pêcher dans les eaux françaises au large de Belle-Île et de l'île Dieu. Un abordage sévère mené par 8 hommes des commandos de marine qui ont dû utiliser grenades lacrymogènes et manière forte. Il faut dire que le chalutier espagnol, aperçu à plusieurs reprises dans la zone, n'avait jamais pu être arraisonné. C'est fait cette fois, le chalutier avec un blessé à bord à la suite d'une manœuvre précipitée pour relever le chalut était contraint d'attendre l'hélicoptère d'évacuation. Le système de défense des pêcheurs espagnols, c'est qu'il existe entre la France et l'Espagne un traité historique qui leur accorde le droit de pêche. Retour en France maintenant. Le maire et les conseillers municipaux de Merzwiller, une bourgade de 3600 habitants en Alsace, ont démissionné hier soir. À Merzwiller, il y a des gitans. Or, le maire avait annoncé son intention de démissionner si les 4 classes wagons envoyées par une association d'aide aux gitans n'étaient pas démontées avant le dimanche 23 août. Ils ont tenu parole avec donc derrière eux une bonne partie de la population. Voyez ce reportage. La communauté gitane, ici à Merzwiller, compte environ 110 personnes, réparties en 2 camps, dont l'un existe depuis plus de 50 ans. Un exemple d'insalubrité qu'il était urgent de résoudre, surtout pour les classes des enfants. Mais pour la population locale, les classes wagons, c'est le début d'une fixation, d'une sédentarisation, et dans certains cas, parfois, la France profonde, celle qu'on dit hospitalière ou généreuse, réagit. Elle dit non, carrément non. Regardez, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout. On peut plus vivre comme ça. Des terrains, ils nous donnent pas. Ils nous proposent quelque chose, mais rien est vrai. Vous voyez. Alors, nous sommes obligés de nous-mêmes de nous acheter quelque chose pour nous. Qu'est-ce que vous allez en faire de ces classes wagons? Ah bah, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire pour loger dedans tout de même? Parce qu'on a des vieux baraques qui sont déjà 50 ans. Alors comment qu'on peut vivre? Comme ça, on peut plus vivre, vous voyez. Dites-moi, quelles sont vos relations avec la population ici? Oh, ben, vous savez, pas tellement. Qu'est-ce que vous pensez justement des nomades, monsieur? Oh, pas grand-chose, c'est pas. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont méchants. Parce qu'ils nous laissent pas tranquilles. On les évite, c'est tout. Pourquoi? C'était toujours comme ça, on les évite, c'est tout. Parce qu'ils vont à l'hôpital et il y a une qui accouche, c'est la commune qui paye, hein. C'est pas eux qui payent. Mais ils sont là depuis des années maintenant? Oh oui, depuis après la guerre. Mais oui. Mais au début ça allait, hein. Ils étaient tranquilles, ils faisaient rien, il y avait pas tellement aussi. Mais maintenant, ça augmente, hein. Vous êtes prêt à les renvoyer, donc? Ah oui, bien sûr. Vous allez rester ici quand même? Ah ben naturellement qu'on va rester.
Où vouliez-vous qu'on s'en aille? Où? On n'a pas de terrain, rien. Parce que ça, c'est notre terrain à nous, quoi. Ce que nous avons décidé, et ce que nous avons dit toute la semaine, qu'ils enlèvent ces classes wagons sur les terrains d'autrui. D'autre part, ces classes wagons se trouvent en plus de ça sur des terrains non agréés et non équipés, expression que je reprends d'une lettre de l'autorité de tutelle du mois d'avril de cette année. Alors si justement l'autorité de tutelle refusait votre démission? C'est à l'autorité de tutelle maintenant de prendre sa décision. Une toute autre histoire maintenant, cette inquiétante affaire pour les pêcheurs. Claude Gaillard, un homme de 55 ans qui était commissaire général du Tour de France, est mort ce week-end en Vendée. Il avait contracté une infection virale simplement en allant à la pêche et en se faisant mordre légèrement par un brochet. Alors Martine Alain-Regnault, est-ce qu'on risque cela chaque fois qu'on va à la pêche? Non. C'est un accident mortel tout à fait exceptionnel, une histoire pas comme les autres. Et je dirais tout de suite qu'il ne faut pas de panique chez les pêcheurs, même s'ils sont pêcheurs de brochet. D'ailleurs, le brochet est tout de suite acquitté. Il a mordu, c'est vrai, et mordre n'est pas bien. Mais il n'était pas porteur de la bactérie était dans l'eau, il a simplement ouvert la porte par la peau, mais ça aurait pu être une égratignure, une écorchure, le problème aurait été le même, la bactérie était dans l'eau et non pas dans le brochet. Mais alors comment attrape-t-on cette maladie? Alors c'est une maladie bactérienne, finalement assez répandue, qu'on trouve particulièrement dans les dom-toms, mais aussi chez nous, dans les eaux stagnantes, peu acides, les vases, les boues, les limons, on la trouve un peu partout, et elle provient en particulier des rats, des rongeurs, mais aussi des chiens et des porcs. Leurs urines retournent dans les eaux stagnantes peu acides et contaminent ces eaux avec des bactéries très très fines que l'on peut distinguer très difficilement au microscope puisqu'elles font 1/10 millième de millimètre. Alors, ces bactéries se propagent dans l'eau, une écorchure ou la rencontre avec une muqueuse, vous êtes contaminé mais vous n'en mourrez pas forcément. Mais alors qui est malade en priorité? Alors en priorité ce ne sont pas les pêcheurs ni les baigneurs, il y en a quelques-uns mais ce ne sont pas eux. Les plus prédisposés ce sont les bouchers, le personnel d'abattoir, les équarrisseurs, les garçons de ferme, les agriculteurs et les égoutiers, ceux qui rencontrent finalement les porcs, les rats de manière professionnelle et de temps en temps quelques baigneurs et pêcheurs. Mais je tiens à dire qu'on n'en meurt pas nécessairement car avec des antibiotiques, si l'enquête clinique est bien faite, on peut s'en tirer très bien. Martine, on peut donner tout de même quelques consignes de prévention? Oui, alors ne pas arrêter de vivre, on peut encore se baigner dans les eaux même stagnantes, même dans les eaux douces. Simplement, il faut que et les malades et les médecins y pensent plus souvent, car si la maladie est prise à temps, il y a des moyens thérapeutiques. Si elle n'est pas prise à temps, elle tue dans 15% des cas. Merci Martine. Un employé d'un péage d'autoroute assassiné, c'est la première fois que cela arrive en France. Jamais depuis que la première autoroute française a ouvert en 1956, un tel méfait n'avait été commis. Des malfaiteurs donc ont tué ce matin vers 3 heures le receveur principal de l'autoroute Paris-Strasbourg pour lui voler la recette de l'autoroute. Incendie de forêt dans les Pyrénées-Orientales. Cette fois, le feu a dévasté les garrigues de la région de l'Auroux et un pompier a été tué. Cette année, comme d'habitude, banalement ou par malveillance, les incendies ont ravagé nos forêts du Midi et parfois dès cet hiver, Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault et Corse récemment. Mais aujourd'hui, ces sinistres font parler d'eux d'une manière beaucoup plus grave car cet après-midi, un homme a été tué par les flammes, un pompier. Cela s'est passé dans les Pyrénées-Orientales, sur les contreforts du célèbre pic Canigou. Il était environ 12h45, les DC-6 et les Canadair de la base de Marignane sont intervenus pour la chaîne de l'eau dès le début de l'incendie, mais depuis 48 heures, la tramontane se déchaînait dans ce coin des Pyrénées et les flammes, parfois hautes de 15 mètres, avançaient au galop malgré les efforts des pompiers. 150 hommes venus avec un hélicoptère et 50 véhicules, dont quelques-uns de tout-terrain. Attisé par le vent, le feu a vite ravagé des centaines d'hectares de garrigues semées de résineux, de chênes-lièges et de chênes verts, mais aussi de quelques résidences secondaires. Alors, pour protéger plusieurs habitations menacées, les pompiers se sont surpassés devant le danger, mais certains ont payé très cher leur courage, puisque 3 ont été très gravement brûlés et que l'un d'entre eux a succombé peu après. On ignore pour l'instant l'origine de l'incendie, mais il y avait 3 foyers rapprochés et certains enquêteurs n'hésitent pas à dire qu'un homme est peut-être mort à cause d'un acte de malveillance. Sport, inquiétude pour Bernard Hinault. Il s'agit de cyclisme, bien sûr. Hinault est victime d'une tendinite et il a dû abandonner tout à l'heure dans le Grand Prix de Plouay, dans le Morbihan. Ce qui est inquiétant, c'est que le championnat du monde a lieu dimanche prochain à Prague. Pour l'instant, le sélectionneur Lucien Bailly ne s'inquiète pas. Il n'est pas pessimiste. Hinault devrait tout de même participer. Avant de voir le temps qu'il fera demain, un retour en arrière sur le mois de juillet. On peut se le permettre puisqu'il fait beau maintenant. Mais les statistiques sont formelles, Laurent Boussier, et juillet a été le mois le plus pourri depuis 30 ans au moins.
Ah bien écoutez, depuis 30 ans, oui, et j'ai même sous les yeux quelques chiffres qui sont significatifs. Il y a eu en juillet 175 heures de soleil contre 237, qui est la moyenne de ces 30 dernières années. Donc 62 heures de soleil en moins, près d'un quart du soleil en moins, c'est énorme. Le mois d'août, quant à lui, eh bien, il est tout à fait normal, les températures sont normales, les précipitations sont normales, et l'ensoleillement de 235 heures est tout à fait normal, lui aussi. D'ailleurs, ce mois d'août, il continue très bien, puisque demain, ce sera encore mieux, il fera encore plus beau, et cela toujours grâce à l'anticyclone qui, depuis 3 jours, s'est installé au large de la Bretagne. Les températures qui ont été relevées maintenant par la météo nationale à 14 heures, des températures qui sont à peu près stationnaire ou très légèrement en hausse. Vous voyez, 18 degrés dans le nord, 27 degrés dans le sud. Le temps prévu pour demain maintenant, je vous le disais tout à l'heure, il est encore très beau. Ensoleillé après la dissipation des brumes et des brouillards matinaux qui continueront à persister sur le nord, l'ouest et le centre. Et si j'ai mis quelques symboles nuageux au nord de la Loire, c'est que quelques nuages persisteront dans l'après-midi. Le vent, lui, est faible du nord, de secteur nord, mais attention pour les incendies comme nous venons de le voir tout à l'heure, il est assez violent dans le sud, spécialement dans la vallée du Rhône. Les températures prévues pour demain maintenant, eh bien, elles sont encore stationnaires, 21 degrés dans le nord, jusqu'à 28 dans le sud, c'est tout à fait classique. Notre agenda maintenant, demain c'est la Saint-Louis, c'est la fête des rois de France et le soleil se lève à 6h58. Merci Laurent, revenez souvent avec de telles informations. Enfin, cette dernière image. À Londres, on a trouvé comment garder les pierres précieuses que l'on expose. Dans la cage, il y a un gardien, mais ce gardien, le voilà, c'est un cobra, un serpent dont la morsure est mortelle. Alors, avis aux cambrioleurs, il faut dire que la pierre est l'un des 3 saphirs les plus beaux du monde. C'est une exposition sur le Sri Lanka. Fin de cette édition du journal. Les prochains rendez-vous, un peu avant 23h ce soir, Bernard Rapp pour le dernier journal. Demain, l'invité d'Antenne de Midi sera André Henry, le ministre du Temps libre. Passez maintenant une excellente soirée. Bonsoir.